l'époque, c'était des financiers qui se maquillaient un peu en stratégistes. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, je pense qu'il faut créer de la vraie valeur au niveau des boîtes et donc être beaucoup plus opérationnel. Les gens qui vendent ces sociétés-là, ils cherchent un chèque évidemment, parce qu'ils vendent leur boîte, mais ils cherchent surtout une histoire et le fait de dire qu'ils ne vont pas détruire de la valeur dans leur boîte. En tant que fonds de private equity, c'est horrible. Quand tu parles à un fonds de private equity, private debt d'automobile, tout le monde ferme la porte. Tout le monde, il voit qu'on est sérieux dans ce qu'on fait au niveau des boîtes, il voit les EBITDA des boîtes se développer. La boîte de cuir, la première, on triple quasiment les EBITDA, on plus que double la taille de la boîte, on crée une usine from scratch. Donc, on passe de 30 à une centaine de salariés. Tu as fait ta due deal, tout allait bien. Hop, il se trouve que ton client numéro 1 par exemple fait faillite. Et bah là, ton 100 business plan, ton 100 day business plan ou ta roadmap. Tu recommences à zéro. Ouais, tu recommences à zéro. Le deal que j'ai un petit peu mis en avant, parce que c'est vrai que c'est celui dont tu parles pas mal sur ton site, où vous avez pas mal de build-up, tu as moins de détails financiers que tu peux donner. Ouais, en fait, ce deal-là, on l'a mis en avant récemment parce que c'est l'exit qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines. C'est pour ça que tu as vu ce que c'est très récent. Mais effectivement, on a notre co-investisseur à l'époque, on a acheté un peu plus de 50% de la boîte, qui a remis, en fait, qui a pas fait de cash out et qui est sur le nouveau deal qui en fait est un financement d'une autre acquisition. On avait constitué un groupe de 4 boîtes, on a acheté une qui faisait à peu près la taille de ces 4-là. Nous on en a profité pour sortir, pour nous c'était le moment et c'était plus la thèse de continuer sur ce nouveau deal, mais eux sont restés. Donc ce qui fait que tous les métriques des boîtes actuelles, je sais pas à quel point ils veulent communiquer dessus. Voilà. Non, parfait, mais ça c'est déjà intéressant. Et ce deal, comment il a continué? Alors vous êtes sortis. Ouais. C'est eux qui on a réinvesti sont très minoritaire, mais on est quasi sorti à 100%. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu? Il y a un nouveau fonds qui est arrivé et en fait c'est un deal un peu spécial parce qu'il n'est pas tellement représentatif de ce qu'on fait chez Tiopo. Nous d'habitude on est à 100% sur toutes les boîtes, quasi moins le management. Et là ce deal là, en fait on est allé chercher une expertise métier qui était celle donc c'est la chirurgie orthopédique, c'est dans le médical, cette boîte là, enfin ce groupe. Et il y avait un autre fonds d'operating partner assez spécialisé dans le médical, qui ont mis à peu près 40% de l'investissement au début avec pas mal de family office qui les baquaient. Donc c'était dès le début une sorte de joint venture ou de partenariat pour acheter la société. Et eux sont restés dans ce projet qui est un super projet de doubler la taille de la boîte avec encore une autre grosse structure. Et nous en fait c'est plus la thèse, parce que nous notre thèse c'est d'être dans le nouveau fonds, c'est d'être majoritaire, 100% du contrôle, c'est pas sous forme de partenariat quoi. Donc on a profité de cette opération pour nous se faire remplacer en fait. Qu'est-ce qui a fait là, justement que sur ce deal là vous étiez à deux? Je pense que c'est l'expertise métier. En fait, alors c'est l'autre partie qui avait sourcé le deal, et pour le coup il y avait déjà ce projet de buy and build et de fort structuration du management des boîtes. De leur part. De leur part. Et donc il y a une expertise métier qui était hyper importante que eux avaient. Et donc on était très contents de rester associés et de faire le deal à deux. Et c'est eux qui étaient venus vous chercher ou comment ça s'est fait? Ouais, c'est eux. Alors je sais plus exactement les premiers contacts, mais je crois que c'est un associé qui connaît un des associés de ce groupe-là, et de fil en aiguille on parlait un peu des deals qu'on a dans le pipe, et eux avaient celui-là quoi. Ok, donc comme quoi le networking c'est pas mal pour trouver des deals. Il n'y a que ça. Ouais. Ok, je note, c'est la clé. Ouais, c'est la clé. Bon, ça va, j'ai bien fait d'avoir un podcast pour networker. Et donc ça c'est bon, le deal en effet un peu plus mis en avant actuellement parce qu'on est sorti, ouais. Voilà. Je sais qu'avant de lancer le fonds, vous avez fait du deal par deal. Ouais. Tu peux nous raconter ton premier? Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'est une boîte qui s'appelle Cuir du Vaudreuil, donc on a encore en portefeuille, qui est une société qui, à l'époque, fabriquait la petite maroquinerie pour les grandes marques de luxe qu'on va pas citer, mais qu'on connaît tous. Et faisait pas mal de prêt-à-porter, disons la partie cuir du prêt-à-porter, par exemple pour les Fashion Week ou pour les shows. Donc c'était un grand niveau de customisation, beaucoup de savoir-faire, des couturières qui avaient énormément d'expérience. Et on faisait de la customisation, de la fabrication de pièces, de ceintures, de portefeuilles, pour les marques les plus exigeantes qui veulent du Made in France. Et donc on a acheté cette boîte-là en juillet 2021. Donc ça fait 4 ans, 5 ans. Et je vais continuer le retournaire. Comment on tombe sur une boîte comme ça? Est-ce que c'était ça que vous disiez quand vous êtes tapé dans la main et que vous achetez la photocopieuse? C'est bien toi qui a mis la photo sur LinkedIn? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est notre première rachat, c'est une photocopieuse. Ouais. C'était pas une boîte. On l'a. Comment on a trouvé ce deal? Alors en fait, c'est mon frère, dans une expérience précédente, avait créé une société, enfin qu'il a encore d'ailleurs, qui customise les sneakers. Qui s'appelle Sneakers and Chill. Et cette boîte-là, en fait, le voisin de boutique, d'une des boutiques qu'on avait dans Paris,
fabriquer un peu de son matériel et notamment ses sacs dans cette usine de cuir. Et donc c'est comme ça, c'est pour ça quand tu me disais le networker, je te disais c'est hyper important. J'ai l'impression que les très bons deals, ou en tout cas les deals où on peut avoir beaucoup de valeur ajoutée, c'est souvent pas des deals de place. Alors après, nous on fait du small cap, on regarde des boîtes entre 2 et 10 millions d'EBITDA, c'est ça à peu près notre cœur de métier. Des deals de place, tu veux dire, qui sont diffusés sur la place de marché. Classique. En fait, j'ai l'impression, en tout cas dans ces tailles-là, que quand un deal est vendu par un M&A et qui contacte tout le monde, c'est souvent un deal qui est un peu réchauffé. C'est-à-dire que, alors c'est pas vrai pour tous les deals, mais je pense que dans la masse, t'en as énormément qui sont déjà processés, qui sont déjà passés à travers 1, 2, 3, 4 LBO, qui retournent pour un 5e ou un 6e. Et nous, ce qu'on recherche chez Tiopo, c'est vraiment des deals propriétaires avec un côté deal primaire qui est assez important. Donc, c'est-à-dire qu'on achète les boîtes, souvent, c'est les boîtes qui sont créées par les familles. Tu parlais de Houry tout à l'heure, de la sortie. C'est une boîte qui est créée dans les années 1900, 1905, 1906. C'était encore Monsieur Houry, donc l'arrière-petit-fils du fondateur qui était à la tête de la boîte. L'arrière-grand-père, du coup. L'arrière-petit-fils, qui était à la tête de la boîte, c'est l'arrière-grand-père qui l'avait créé. C'est ça. Ah, ok, c'était encore lui qui était à la tête. Ouais, c'est l'arrière-petit-fils, donc c'est resté dans la lignée de la famille. Okay. C'est-à-dire que c'est son arrière-grand-père qui a créé la boîte. T'imagines, la boîte a passé les 2 guerres mondiales, et puis une boîte qui a plus de 100 ans. Quoi. Ouais. Et ces deals-là, pour moi, ne sont pas des deals qui sont des deals très... c'est pas des deals vraiment de place. Le deal de cuir, en fait, les gens qui vendent ces sociétés-là, ils cherchent un chèque, évidemment, parce qu'ils vendent leur boîte, mais ils cherchent surtout une histoire et le fait de dire qu'ils ne vont pas détruire la valeur dans leur boîte. Donc c'est pour ça que c'est plutôt du networking et c'est plutôt du bouche-oreille pour trouver ces deals que du... Après c'est vrai qu'en effet, quelque chose que tu vas sourcer toi-même, si ton but c'est d'optimiser, d'améliorer et d'en faire quelque chose, s'il a été vu et revu par tout le monde ou s'il a été packagé par un M&A qui t'ont préparé ça pendant 2 ans, tu l'achètes post-optimisation et c'est pas toi qui peux créer cette valeur en la rachetant. Donc, Ouais, je pense que c'est plus compliqué de créer de la valeur quand il y a beaucoup de gens qui sont passés avant et qui ont essayé de le faire, c'est sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeur à créer quand on passe d'un deal primaire à gérer plutôt par une structure. Souvent, c'est un peu des one-man show, quand c'est qui sont des gars exceptionnels, mais qui font tout. Le vendeur, il est petit-fils du créateur, petit-fils du créateur, et sa femme fait la compta, il gère le stock, il gère les clients. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place. C'est pas professionnaliser parce que la boîte est déjà professionnelle, mais pour la processer et la rendre plus résiliente et la passer à des niveaux de croissance supérieurs. Ouais. Donc j'ai compris comment tu l'as trouvé, ça c'est hyper intéressant. J'ai compris aussi un petit peu le type de deal que tu cherches. Et pour revenir encore plus en arrière, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit tiens, on va racheter des boîtes? Ouais. Alors je pense qu'on est 3 associés fondateurs, Cyril, Chan et moi. Je suis pas sûr qu'on avait les mêmes motivations au début, c'est-à-dire pourquoi on va acheter des boîtes. Je peux parler pour la mienne, ça, c'est sûr, et puis je peux essayer de te dire ce que pensent Cyril et Chan, mais moi avant je travaillais chez Goldman, j'étais en Special Seats. Ça veut dire quoi pour... C'est l'équipe qui n'existe plus maintenant, mais qui à Londres était une quinzaine à acheter des boîtes en Europe sur le bilan de Goldman. Et donc avec l'argent des partenaires qu'on leveragé avec le bilan de Goldman. Vous avez un vous avez un fonds private equity interne, exactement. Okay. Et alors je dis private equity, en vrai c'est du private capital, c'est-à-dire qu'on faisait du private equity, mais aussi de la private debt, aussi de la dette senior, on pouvait faire jusqu'à du restructuring. Donc on avait un mandat hyper large, hyper flexible, plutôt sur du small mid cap. Et le but c'était de faire de l'argent avec l'argent des partenaires et du balance sheet de Goldman. C'est une équipe qui marchait très bien, qui a fait énormément de profits. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette équipe n'existe plus parce que en fait, avec le nouveau CEO après Lloyd Blankfen, ils ont décidé de splitter ces actifs-là dans les fonds des LPs. Donc c'est-à-dire que quand tu avais des investisseurs extérieurs, ils se demandaient pourquoi moi j'ai pas accès à cette petite poche-là qui est un peu magique. Ils n'avaient pas tort. Et donc du coup, ils ont splitté par métier. Et ceux qui faisaient plus de la dette sont allés dans la private debt pour les LPs investisseurs, ceux qui font du private equity pour le principal investment de Goldman, etc. Okay. Et donc moi j'étais dans cette équipe-là. Pour revenir à ta question, j'adorais ce que je faisais. J'ai vite évolué parce qu'en quasiment 1 an et demi, je suis passé de stagiaire à associé. Tu vois, donc c'était top. Donc j'adorais vraiment ce que je faisais. Mais il me manquait le côté entrepreneur. Okay. Et donc j'ai toujours voulu créer un fonds, ou en tout cas être plus entrepreneur. Et la finance a un côté, je ne sais pas si tu connais ces écoles-là, la Goldman, ou même dans les autres fonds, mais tu as un côté très militaire. Alors bon, tu peux un peu filouter, aller plus vite comme j'ai fait, mais c'est quand même analyste, associé, VP, t'es un peu dans un modèle d'armée, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'ils arrivent à te mouler à leur culture. Ouais, exactement. C'est exactement ça.
Et moi, je n'étais pas fan de ce système-là. Et je crois que j'ai eu de la chance qu'avant, j'ai fait un stage et puis après une expérience courte professionnelle en une sorte d'alternance chez Tikeo. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux. Un gros fond. Ouais, gros fond. Énorme success story française. Hein. C'est Antoine Flammarion et Mathieu Chabran qui ont créé Tikeo, qui maintenant gère, je ne vais pas dire de bêtises, mais 50 ou 60 milliards d'euros. Ils l'ont créé assez jeunes, ils avaient 30 ans quand ils ont créé Tikeo. Et moi, je me suis pas mal rapproché de Mathieu Chabran pendant mon stage là-bas, qui m'a accordé un peu de temps. Et puis ça m'a clairement inspiré. Je me suis dit, tu l'as vu, tu t'es dit, je veux faire ça quand je serai grand. Ouais, je me suis dit, exactement. Non, mais c'est exactement ça. J'ai un peu envie d'être toi quand je serai grand. Mec hyper inspirant, brillant. Et surtout, mêler en fait finance et entrepreneur. Et ça, je pense qu'il n'y a pas 1000 façons de le faire. Et créer un fonds, c'est une des solutions, en tout cas celle que j'ai trouvée, de se dire, voilà, on peut à la fois entreprendre et quand même appliquer les fondamentaux de la finance et rester un peu financier derrière tout ça, quoi. C'est-à-dire que chez Goldman, c'était que des chiffres? Alors, il y avait un côté humain, mais c'est très processé dans la manière de... Il n'y a pas le côté... tu vois, quand tu crées un fonds, tu vas en train de le vivre là. Quand tu reprends ta première boîte from scratch, tu fais tout. Oui. Tu es aux manettes, tu es en train de te rendre compte comment optimiser les locaux, comment gérer l'emploi du temps de tes employés. Ouais. Enfin, tu as les mains dans le cambouis et en même temps, tu as quand même une vision d'hélicoptère, parce que ça fait 6 mois que tu creuses l'actif, ce que tu me disais. Donc, tu as quand même une vision... Ce mix des deux, je le trouve assez passionnant. Et effectivement, quand tu es chez Goldman dans une grande structure, les choses sont plus processées. C'est des deals souvent un peu plus gros. Tu restes à ta place d'employé. Alors, même s'il y a une ADN un peu entrepreneur chez Goldman, tu restes quand même à ta place d'employé. Donc, tu as moins de liberté. Donc, toi, tu avais ce côté où tu l'as vu un petit peu de l'intérieur. Tu as dit, OK, je veux faire ça et être pas juste sur les chiffres, mais entrepreneur. Exactement. Tes associés, c'est quoi un peu leur profil? Alors, le Cyril, il était chez Candrian. Il avait fait donc du TMT, hedge fund. Il avait fait un peu de private equity aussi chez Killvest. Donc, il était à l'ESCP avec moi en master. Même âge aussi, on était jeunes, hein, parce que la première boîte CDV, je crois qu'on avait 25 et 26 ans. Quand on l'a racheté, Shan était un peu plus vieux, mais il avait moins de 30 ans aussi, quoi. C'était il y a combien de temps? C'était juillet 2021, le deal. Donc il y a quel âge? Un petit 5 ans, j'ai 32 là. Pas mal. Ouais. Déjà gros parcours. Ouais, c'est le début. J'espère que c'est le début. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on est allé assez vite. Enfin, en tout cas, on a pris le risque d'entreprendre assez vite. Ok, donc ça c'est pas... Ah oui, là, donc profil, donc aussi finance. Ouais, aussi finance. Et il avait un côté entrepreneur, enfin il a un côté entrepreneur, parce qu'il avait créé son propre family office à la base. Donc il avait fortune de famille. Ses parents et ses grands-parents sont entrepreneurs vraiment dans l'ADN, donc il a ça dans la famille. Shan a un parcours un peu similaire, pareil, son père a créé une société. Donc ils ont baigné dans ce milieu entrepreneur. À la fois très éduqué parce que CP, voilà, donc processé, mais il lui manquait ce côté un peu entrepreneur, pareil. Et on s'est croisés à la fin d'un cours. En fait, j'étais revenu après Goldman, je venais tous les ans et encore maintenant, je donne des cours à l'ESCP. Et une des interventions que je faisais dans le master de finance, il était dans la promo. Et donc j'ai dit à la fin, dans les questions un peu ouvertes, tu veux faire quoi après Goldman? Moi, mon but, c'est de créer un fonds. Et il m'a contacté derrière en disant, moi aussi. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et il m'a présenté Shan, le troisième, qui avait plus d'expérience opérationnelle. Lui, pour le coup, il avait une brique opérationnelle qui était assez forte parce qu'il avait pas mal géré la boîte, notamment qu'a créé son père, dans la construction. Donc il avait un côté assez manager et gestion opérationnelle. Ok, donc vous étiez quand même hyper jeune, vous êtes bien rencontrés, eux ils avaient l'expérience. A priori, les parents ont dit, bon, on va faire le SCP parce que tu peux avoir la boîte familiale, mais va faire des grosses études pour avoir le mix. Ouais. Et ils n'ont pas eu la boîte familiale. Et alors, en fait, c'est un risque pour eux, c'est vrai. Alors, c'est pas tellement qu'ils n'ont pas eu la boîte familiale, c'est qu'ils ont travaillé dedans, mais pour Shan, il a aussi envie de créer quelque chose par lui-même. Tu vois, et c'est une hyper saine motivation. La facilité, ce serait de reprendre le business familial, même s'il y a des difficultés à reprendre un business familial, hein, mais le fait de commencer de zéro et de créer un truc, c'était vraiment sa volonté. Et Cyril était déjà dans la finance. Et il avait cette volonté de créer un fonds depuis pas mal de temps, je pense. Donc on s'est bien rencontrés et en plein Covid, du coup on s'est lancé. Ouais, du coup comment... toi tu étais quand même bien en place chez Goldman, qu'est-ce qui fait que tu dis ok je coupe mon salaire à zéro pour... Surtout que si c'était à Londres, tu n'avais peut-être pas le chômage comme certains qui se financent pendant 2 ans comme ça. Comment tu as fait pour passer le pas?
C'est assez compliqué comme prise de décision. Je crois qu'à l'époque, je m'étais dit, si je reste chez Goldman... En fait, dans cette équipe, chez Goldman, on avait quasiment 30% d'augmentation par an, fixe plus bonus. Donc tu gagnais vite beaucoup de sous. Et pour pas trahir de secret, même si en France, on parle pas beaucoup de chiffres, très vite, après 2 ans, 2 ans et demi, tu as plus de 200 000 de package. Donc tu gagnes très bien ta vie. Donc effectivement, le fait de dire non à ça, c'est pas évident. Mais moi, c'était ma limite qui était celle de dire, si jamais je reste... je serai plus capable après de dire non. Et après, j'aurai un lifestyle. Est-ce que tu achètes ton super appart à Paris? Et puis tu commences à voir les golden bracelets, comme ils disent. Ouais, Tu es dans ta prison dorée. Alors, le métier était très intéressant. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu t'es bloqué. Tu peux plus te permettre de faire autre chose. Et tu as des salaires qui sont hyper importants. Et c'est toute ta vie après de rester dans cette boîte-là. Et puis tu as des lifers qui font toute leur vie chez Goldman. Voilà. Ouais, c'est une autre vie, pas forcément celle que tu voulais. Voilà. Il manquait le côté libre et entrepreneur. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu cette vision de me dire je serai plus capable de dire non après, qui m'a aidé à dire non tout de suite. J'avais donc à bouger. Et tu as fait les bonnes rencontres. Et j'ai fait les bonnes rencontres. Donc, heureusement que tu revenais en France à l'ESCP. Sinon, finalement, tu aurais été un londonien, et c'est fini, quoi. Alors, sur Goldman, j'ai fait quasiment 3 ans là-bas. La dernière année, je travaillais beaucoup sur les deals Europe continentale. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps à Paris. Okay. J'ai fait pas mal de deals de private debt, notamment, donc j'ai regardé pas mal d'actifs en France et un peu en Italie. Donc j'étais quand même pas mal ici et je faisais les allers-retours à Londres. Ok, donc vous dites on y va parce que vous avez déjà ce deal, vous avez dit non, on y va, on prend des bureaux et on cherche on parle à tout le monde. On n'avait pas déjà dit non, on est parti de zéro. On a mis beaucoup de temps à écrire un peu ce qu'on voulait faire, la thèse. Ok. Et on avait une vision qui était assez commune. On voulait créer, alors j'ai dit un private equity différent, le différent c'est peut-être trop fort, mais en tout cas qui n'est pas mainstream. On ne voulait pas être le énième private equity qui achète des boîtes qui sont déjà sous LBO, qui vit sur ses AUM pour avoir des fees. On voulait être très opérationnel. Alors on n'est pas les premiers à faire ça, il y a d'autres fonds qui l'ont fait. Mais en tout cas, on avait cette vision assez small cap, aimer les boîtes un peu différentes. À l'époque, c'était la grande mode de la tech. Nous, on voulait absolument pas toucher à de la tech. Donc, on est bien industrie. Il y avait bien les objets, le business services, les boîtes avec beaucoup de composantes luxe. Donc, on avait un peu une vision des types de sociétés qu'on voulait racheter. Et en tout cas, on voulait créer un private equity qui est très opérationnel et qui aide vraiment les sociétés à se développer, qui va chercher de la croissance en ajoutant de la top line, en faisant grossir les EBITDA, pas avec des jeux de multiples, pas avec des jeux de plateforme, pas avec des jeux de sur-leverage ou des LBO sur des LBO, quoi. Ouais, justement, je lisais votre dernière lettre 2026. J'en ai même fait un article hier, tu vas voir sur mon LinkedIn. Oui, t'en parles. C'est vraiment le cœur de ce que vous écrivez sur le côté. Ok, peut-être qu'à une époque c'était possible de faire le jeu des multiples et faire de la finance. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, etc. Votre thèse, c'est qu'il va falloir faire de la vraie croissance organique. C'est créer de la vraie valeur. Ouais, et ça paraît en fait assez. Alors, ça paraît assez intuitif. Alors maintenant, encore plus, parce que quand on voit les valeurs tech qui tombent, quand on voit qu'il y a très peu de liquidité sur le marché, qu'il y a plein de fonds de secondaires parce qu'ils ne savent plus quoi faire des actifs, donc en fait, ils les rachètent à eux-mêmes. Enfin, maintenant, ça devient une évidence, presque, le fait de dire qu'il faut créer de la valeur. Et là, je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a un rapport de Bain sur Private Equity 2025 qui est sorti, et il disait qu'à l'époque, il fallait faire à peu près 8% de croissance d'EBITDA pour arriver à 2,5-3 fois de money on money. Maintenant, c'est plutôt 15-20% parce qu'il n'y a plus ce jeu financier. À l'époque, c'était des financiers qui se maquillaient un peu en stratégistes. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, je pense qu'il faut créer de la vraie valeur au niveau des boîtes et donc être beaucoup plus opérationnel qu'avant. Il faut créer donc financier, stratégiste et opérateur. Et opérateur, exactement. Et nous, je dirais qu'opérateur, c'est le point numéro 1. On est d'abord opérateur et en dernier, on est financier. Ouais, surtout à cette taille de deal. Tu as moins de leverage. Si tu achètes une boîte qui est déjà à 10 milliards et tu bouges de 10%, bon, tu as déjà généré 1 milliard. Ouais. Mais vous, c'est sur des deals, comme tu dis, la valeur ajoutée, elle est dans changer les choses, faire évoluer, passer au next level. Exactement. Ok. Et du coup, c'était quoi, je ne sais pas quel chiffre tu as le droit de partager, mais c'était quoi la taille du premier deal, comment vous le financez? Alors, le premier deal, c'est quelques millions d'euros. Okay. On a pris à l'époque un peu plus d'1 million d'euros de dettes. Et c'était assez drôle comme expérience parce que tu as donc trois bonhommes de 26 ans qui se retrouvent à aller voir un banquier pour prendre 1 million et quelques de dettes. C'est la BNP d'ailleurs qui nous a fait confiance. On peut les remercier. Qui nous a suivis d'ailleurs depuis sur pas mal de deals.
Mais la situation est assez spécifique parce que c'est vrai que quand tu arrives en face d'un banquier, que tu n'as pas d'expérience de gestion de boîte et que tu essayes d'avoir 1 million pour acheter ta première boîte, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je crois que là, il y a pas mal de choses qui ont aidé. C'est le projet, le fait qu'on se projette comme opérateur sur la boîte et qu'on montre ce qu'on a envie de faire de manière très concrète. L'existence de la boîte, parce qu'en fait, nous, on rachète que des sociétés qui sont rentables, qui existent depuis un certain temps, qui fonctionnent. Donc, on ne fait pas de restructuring, on achète des boîtes qui génèrent du cash. On a un côté très value investing et du coup, ces boîtes-là, en essence, elles sont assez rassurantes pour des banquiers parce qu'elles se rendent compte qu'elles génèrent vraiment des profits et qu'elles sont stables. Ouais, elles voient le business plan et c'est OK, au moins ça s'autofinance, ça rembourse le crédit et en plus vous allez bosser, donc il y a une marge de sécurité pour eux. Enfin, c'est bank friendly. Ouais, c'est ça, c'est assez bank friendly, exactement. Alors, c'est bank friendly dans un sens parce que la génération de cash, après, il faut quand même prouver le fait que notre valeur ajoutée a du sens et la pérennité du modèle. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on n'est pas sur des boîtes qui consomment des cash, on est très loin de la tech et du VC d'habitude. On est sur des brick and mortar, une industrie, on a des couturières qui fabriquent des objets qui ont de la valeur avec un vrai savoir-faire. Enfin, là, c'est assez rassurant pour les banques. Je crois que derrière, ce qui a pas mal rassuré les banques aussi, c'est nos profils, parce que même si on était jeunes, on était passé par des belles maisons, on avait fait des bonnes études, on avait une vision qui était quand même assez rigoureuse. Donc je pense qu'ils ont apprécié ce côté-là. Et après, l'equity, nous à la base, on voulait absolument pas faire un fonds. D'ailleurs, on faisait que du deal by deal, parce qu'on était content d'aller chercher de l'argent lié à un actif spécifique. Et d'ailleurs, dans les LPs, dans les investisseurs donc on allait chercher, on sécurisait des LPs qui avaient une vraie valeur ajoutée au niveau du business. Donc quand on achète une boîte, par exemple dans le cuir, on va chercher des gens qui sont dans le retail, des gens qui ont de l'expérience dans les marques, qui sont assez proches de certains de nos clients. Ça nous permet derrière de nourrir tout un écosystème et de pouvoir renforcer les boîtes. Et est-ce que dès le début, donc du coup, faut que tu nous racontes ce parcours bancaire, parce qu'en effet, j'imagine que, moi qui viens de le faire, il mise sur la boîte et l'équipe de repreneurs, il regarde bien ton CV et ton parcours. Et il y a aussi certains effets de seuil ou niveau de taille à qui tu parles dans une banque. Nous, par exemple, vu que la boîte, elle faisait environ 1 million, on avait quand même un petit peu les banquiers retail. Et c'est un peu plus compliqué. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a d'autres niveaux au-dessus. Quand tu as une boîte qui fait 2-3 millions, tu parles à d'autres personnes. Vous, est-ce que vous avez eu cette sensation d'être avec les bons intermédiaires, la bonne taille? Alors, effectivement, en fait, et en fonction des banques, ça ne fonctionne pas pareil. Alors nous, la première banque, la première acquisition, c'est donc BNP qui m'a financé, qui était un banquier historique de la boîte en question, donc ils connaissaient bien la boîte. Effectivement, ils avaient dû remonter au niveau régional, je crois que c'était pas départemental, mais régional pour pouvoir autoriser l'acquisition. Mais ça s'est fait de manière assez fluide. En vérité, le premier deal, ça s'est passé relativement bien. Après, on avait l'habitude de gérer ces process de par nos expériences précédentes. Donc, je pense qu'on arrivait avec des BP solides, des beaux IM. On a vu plusieurs fois les banquiers. Donc, on a créé un lien et je pense que ça a fluidifié. Mais par contre, quand on voit, on a fait pas mal de deals depuis, on a acheté 7 sociétés. Et effectivement, il y a des fois où il y a des incohérences bancaires ou des lenteurs où la balle se renvoie entre un échelon de la ville, du département, puis après ça retourne au siège. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être de la private debt en fusion-acquisition, dans les deals de private equity. C'est-à-dire que quand tu vas voir des gens comme Tikeo, par exemple, ils sont extrêmement flexibles, extrêmement rapides, et ils n'ont pas cette lourdeur administrative qu'ont pas mal de banques. Donc c'est vrai que cette démarche, ça peut être un peu le parcours du combattant. Nous, on a eu la chance là, avec ce premier deal, et d'ailleurs, la BNP qui nous a suivis derrière sur d'autres deals. C'est-à-dire qu'on a fait 2 autres acquisitions en France, et à chaque fois, ils étaient là, et là, on est en exclusivité pour un nouveau deal. Demain, je suis avec eux, et on essaye de garder aussi ce lien. En fait, comme ils étaient là sur les premiers qui nous ont fait confiance, et aujourd'hui, à prix équivalent, et on va essayer d'aller vers eux, et on est assez proche de la Société Générale aussi. Voilà, on essaye de garder nos contacts là-bas et de continuer comme ça. Après, si tu montes en taille de deal, c'est aussi plus les mêmes personnes responsables. Mais... Ouais, alors c'est assez rigolo parce que dans le temps, les personnes avec qui tu dialoguais il y a 5-6 ans évoluent avec toi. Et là, par exemple, l'interlocuteur de l'époque est maintenant en charge des deals plus gros, donc voilà, ça dépend des... Mais ouais. Vous êtes tombé en effet sur la bonne personne. Ok, donc c'était fluide, c'était en plus le banquier de la boîte. La boîte n'avait pas déjà un crédit, elle n'était pas forcément... Non, elle était très peu leveragée. Elle avait un peu de leasing sur son matériel de production. Mais dans ces boîtes-là qu'on rachète, qui sont souvent des boîtes familiales, en fait, les familles voient un peu la dette comme un gros mot. Et ils gèrent les boîtes en bon père de famille, et ils ont un peu cette vision de dire que si j'ai beaucoup de dettes, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Ce qui est une vision qui n'est pas complètement fausse d'ailleurs, enfin, ça dépend des proportions. Nous, on essaie d'être assez conservateur aussi, en vérité. Quand on achète des sociétés, on met assez peu, on met 2 tours d'EBITDA de dette, c'est à peu près notre moyenne, donc on les leverage pas énormément et on les rembourse. Souvent, on prend des dettes amortissables en 5-7 ans. Oui. Donc on a une tendance à quand même garder les boîtes, gérer les boîtes en bon père de famille, mais à être un peu plus debt-friendly que ce que sont les fondateurs qui souvent ont peur d'avoir un crédit. Ok, et alors pour nous raconter cette première opération, vous êtes du coup là aujourd'hui, vous êtes un fonds, mais à la base, vous êtes arrivé comme 3 opérateurs en disant bon, ça fait 6 mois qu'on analyse, regarde ce qu'on va faire. Et c'était quoi un petit peu le plan d'action et c'était quoi versus la réalité les 100 premiers jours? Alors, il y a un peu deux questions dans ce que tu dis, le passage de deal by deal à fond et le côté opérateur et le plan. Commençons par le premier, du coup. Ouais, deal by deal leur fond, je dirais qu'en fait, on n'avait jamais le. Pourquoi on voulait pas faire de fonds à la base? Parce qu'on avait l'impression que le fonds, il y avait une sorte de pression de déployer et que le fonds, ça devient un business model en soi. Le fait de dire, je vis sur mes AUM, je prends 2% de fees sur mes AUM, c'est à peu près les markets standards. Et du coup, on trouve qu'il y a beaucoup de fonds qui déploient pour le but de déployer, qui gardent les actifs parce que de toute façon, ils vivent sur les fees dessus. Et d'ailleurs, quand tu regardes les stats, la majorité de l'argent n'est absolument pas faite avec le carried. Tu as plus de 70-80% qui est fait uniquement avec les management fees. Ok, je savais pas. Nous, on voulait absolument pas faire ça. Donc, quand on a créé Tiopo, notre test, c'est le fait de dire on veut pas être un énième player qui essaie d'être le plus gros possible pour avoir le plus de fees possible. On veut être des gens qui créent de la valeur sur le terrain et qui sont rémunérés pour ça. Alors moi, je trouve qu'il y a aussi un autre problème qui est si tu es dans un business model de fonds, tu as aussi cette pression de allez, au bout de 7 ans, il faut avoir vendu. Exactement. Alors que si tu as trouvé une pépite, bon, ça dépend des thèses. Hein. Comme tu dis, ça devient un business model. Mais si tu as une boîte qui te plaît, pourquoi la vendre si en fait elle est géniale et tu peux la laisser campante? Tu parlais de value investing. Ouais, exactement. Et les horizons de sortie, tu mets le doigt dessus, c'est un des points majeurs qui nous a fait dire on est très content de faire du deal by deal, d'avoir des holdings d'investissement avec des investisseurs qui ont la même vision que nous et qui peuvent même nous aider d'un point de vue opérationnel parce qu'ils ont des valeurs ajoutées. Okay. Et donc on fait un premier deal comme ça, un deuxième, un troisième, un quatrième, et on se rend compte en fait que la majorité des LPs qui sont là sur deal 1 reviennent sur deal 2, deal 3, deal 4. Parce qu'ils voient qu'on est sérieux dans les reporting, ils voient qu'on est sérieux dans ce qu'on fait au niveau des boîtes, ils voient les EBITDA des boîtes se développer. La boîte de cuir, la première, on triple quasiment les EBITDA, on plus que double la taille de la boîte, on crée une usine from scratch. Donc on passe de 30 à une centaine de salariés. Donc les investisseurs se rendent compte du travail qui est fait sur le terrain et disent ok, donc j'ai envie de réinvestir avec ces gars-là. Et au fur et à mesure, en fait, on a un de nos investisseurs principaux qui nous appelle et qui nous dit écoutez, en fait, moi, plutôt qu'investir au deal by deal, je serais content de vous donner un montant à déployer, que vous appelez si jamais vous avez le besoin, que vous appelez pas si jamais vous n'avez pas de deal. Le jour où tu as cette conversation, tu dois être content. Ouais, quand le mec il t'appelle. En vrai, c'est une belle ça fait plaisir sur le coup, parce que tu dis que tu ne travailles pas pour rien et que ce que tu fais a de la valeur. Et donc cette famille-là, ce qui est un family office structuré en plus, quasiment une dizaine de personnes travaillent à plein temps pour family office, donc c'est vraiment d'avoir cette marque de confiance d'un family office comme ça, ça nous a fait très plaisir. Et c'est lui qui du coup nous a donné l'idée du fonds en fait, et du coup on s'est dit ok, structurons un fonds un peu spécial, un peu différent, parce que très peu de management fees pour garder notre thèse de vivre vraiment sur les sociétés et sur la valeur ajoutée des boîtes. Combien du coup c'est public? 1%, on a un peu moins d'1%. Ouais. En fait c'est quasi 2 fois moins cher, ouais, c'est 2 fois moins cher, mais l'idée n'était pas d'avoir un discount, c'est l'idée de se dire ces management fees servent uniquement à payer les équipes et les loyers et nos bureaux. Donc c'était fait dire on est cost neutral, voilà, on est break-even avec ça, mais c'est pas là-dessus qu'on fait notre argent. Okay. Ça c'est le premier point. Et ensuite, dans cette notion de fonds, on a un fonds avec durée de détention qui est beaucoup plus grand, pour pas avoir cette contrainte de sortir absolument. On investit, nous on co-investit dans chacun des deals dans les mêmes conditions que nos LPs. Il y a à peu près 15% de la taille du fonds, donc des qui viennent de nous. Okay. Donc comme ça, on n'est pas uniquement en train d'investir l'argent des autres, mais c'est notre argent qu'on investit, ce qu'on faisait dans chacune de nos holdings à l'époque. Et on n'a du coup pas cet ADN et cette philosophie de dire on doit faire des deals pour faire des deals. Si on regarde plus de 300 sociétés par an, s'il y a une année où on ne trouve pas de bons deals, et ben on ne fera pas de bons deals. C'est bien, c'est sain. Et on ne sera pas inquiet, parce qu'on n'est pas là pour déployer, quoi. Ouais. Donc c'est ce LPs qui nous a un peu mis la puce à l'oreille de cette structure de fonds, parce qu'en fait, lui, c'était des problèmes internes, de dire qu'à chaque fois qu'on doit passer sur un deal, il doit refaire des comités en interne, et il y a une process qui est long, et nous disait, c'est beaucoup plus efficace de dire, on associe cette poche-là, donc il a mis un chèque d'une dizaine de millions d'euros, par exemple, ce fonds-là, enfin ce family office-là, ces 10 millions d'euros, on est prêt à les alloquer pour que vous les investissez dans le temps, et c'est gagné temps. Et du coup, on a appelé nos différents LPs, qui étaient tout ça dans deal 1, 2, 3, 4, 5, en disant, voilà, on a ce projet-là, est-ce que vous êtes adhérent, ou est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Et en fait, à quasi l'unanimité,
les LPs nous ont dit, nous, on est content de faire ça avec vous. Donc, on a dit, bon, ok, lançons un premier véhicule régulé et faisons notre premier fonds comme ça. Mais c'était pas on s'est pas dit, faisons du deal by deal pour faire du track record, pour aller chercher un fonds. C'était vraiment pas ça l'ADN au début. Et d'ailleurs, on reste, je pense, très mauvais leveur de fonds. C'est-à-dire qu'on n'a personne en interne, on n'a pas d'employés qui lèvent des fonds. Quand tu regardes comment est structuré un fonds de taille correcte, 20, 25 personnes, tu as une équipe de 4-5 personnes qui sont là uniquement pour lever des fonds. Nous, on n'a personne. Enfin, on a un de mes associés qui fait ça assez souvent et qui gère toutes les relations, mais je veux dire, on n'a pas vocation à aller chercher de l'argent. On passe notre temps à trouver des bonnes boîtes, les opérer, et par le bouche à oreille de ce qu'on fait, on a des LPs qui viennent. Ouais, et puis vu que vous êtes vous-même investi dans votre propre fonds à 10-15%, vous avez plus à gagner à bosser pour vous-même pour faire des bons deals que, comme tu dis, à devenir en fait un autre business model qui est juste leveur de fonds et tu prends tes 2%. Exactement. Ok, alors, donc vous avez eu cette un peu opportunité d'évoluer parce que finalement vous étiez entre guillemets victime de votre succès, c'est-à-dire que les gens ont voulu réinvestir. Avant d'en arriver là, comment tu trouves finalement ces premiers investisseurs ? Tu as parlé de la banque qui est quand même entre guillemets un investisseur, ils vous ont fait confiance. Et est-ce que dès le début vous avez eu des investisseurs externes ? Ouais. Au début, je pense qu'il y a un peu l'effet friends and family, love money. Alors, c'est quand même des gros chèques, donc c'est pas du love money de personnes qui font un chèque en disant je suis prêt à le perdre, mais je crois en toi. Il y a quand même un côté très business dans leur investissement, mais il y a ce côté-là. Et là, la chance que j'ai, la chance qu'on a au niveau de Tiopo, c'est avec Cyril et Shan, eux avaient déjà leur propre family office et donc un network de family office autour. Et en fait, les premiers deals en deal by deal, on cherchait les tout petits tickets au début, c'était... je crois que les plus petits tickets, c'était 200, 100, 200 000 euros. Alors, ce qui peut paraître important, 200 000 euros dit comme ça, mais en fait, pour un deal, on gère une centaine de millions maintenant, en fait, c'est tout petit. Mais en fait, Cyril et Shan avaient déjà les connexions, avaient déjà des réseaux d'affaires qui leur permettaient d'aller toquer à la porte des bonnes personnes pour leur dire voilà ce qu'on fait, est-ce que vous êtes content d'essayer dans cette boîte-là. Donc, je pense que le tout premier deal, c'était quasiment que du friends and family de Cyril et Shan. Et après, au fur et à mesure, en fait, les CEO qui nous ont vendu leur boîte, ils ont tous réinvesti avec nous parce qu'ils étaient contents de voir ce qu'on a fait avec leur société. On a un peu créé une histoire comme ça. On a eu pas mal de family office, jusqu'à avoir, d'ailleurs, on parlait de Tikeo et de Mathieu Charmant qui m'avaient inspiré. Eux ont leur propre family office qui s'appelle Makemo. Ils ont investi dans le fonds. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, on a des gens plus institutionnels dans le... et maintenant, ils te mentorent. Enfin, j'imagine que tu reçois... Ouais, assez souvent, j'essaye de parler avec Mathieu notamment et d'avoir un peu sa vision qui est toujours hyper précieuse sur les investissements. Ouais. Donc, si je comprends bien, le but, c'est d'avoir quelques premiers LPs. Puis après, c'est faire ses preuves. Puis aussi peut-être structurer, comme tu disais, la communication, le reporting. Et si ça se passe bien, en général, le mot se propage. Ouais, et je pense qu'en plus, il y a une sorte de ras-le-bol d'absence de liquidité. C'est-à-dire que quand tu parles à beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de family office, on leur a promis des retours monstrueux en private equity, qui sont souvent sur papier. Le DPI, le retour, c'est un DPI, tu investis 10, tu récupères 5, il va à 50%, tu as 0,5 de DPI. Il est en vérité hyper faible. Donc tout le monde attend son argent. Il y a des promesses qui sont faramineuses, et qui ont été faites, pas forcément tenues. Donc du coup, avoir une équipe un peu jeune qui dirait nous on achète des boîtes, qui sont capables de payer des dividendes, qui remboursent leurs dettes tous les ans, et qui ont une vraie croissance de par du travail de terrain, pas par des jeux de multiples, pas par des jeux financiers, avec un vrai travail opérationnel, je pense que ça parle à pas mal d'investisseurs. Et souvent, les gens qui ont fait fortune sont entrepreneurs eux-mêmes, donc ils comprennent cette mentalité de créer de la valeur sur le terrain. Et je pense que c'est grâce à ça, avec notre premier deal, avec un peu cet ADN de Tiopo, qu'il y a d'autres gens qui sont venus en disant « Ok, ce produit m'a l'air intéressant et assez liquide ». Justement, tu parles de liquidité et de verser des dividendes. C'est quoi votre vision là-dessus ? Entre dividendes versus réinvestir tout dans la croissance? Ouais. Je pense qu'en moyenne, quand on regarde nos boîtes, donc dès qu'on les achète, elles génèrent du cash. On n'achète que des boîtes profitables, pas de restructuring. Et qui génèrent plus que le remboursement de la dette que... Ouais. En fait, quand tu regardes le level de cash d'une société, je dirais qu'il y a à peu près un tiers de la cash génération qui est utilisé pour rembourser de la dette. Intérêt plus principal. On ne fait pas de la dette in fine ou dans 5 ans, on doit vendre comme beaucoup de fonds parce que sinon, voilà. Non, on rembourse la dette. Il y a à peu près un tiers qui est utilisé pour la croissance de la société et à peu près un tiers qui est versé en dividende. Maintenant, ça, c'est un peu la formule générique.
Quand tu creuses dans chacun des actifs, il y en a qui, la boîte de cuir qui est grossie extrêmement fort, par exemple, on a mis créer une usine, donc acheter un terrain, etc. Et ben là, dans ce cas-là, on n'a jamais payé de dividendes, parce qu'en fait, il y a 2/3 du cash qui est utilisé pour financer la croissance. À l'inverse, il y a des boîtes où il y a assez peu de croissance, qui sont flat dans leur marché, et là, tout ce qui n'est pas au service de la dette est payé en dividendes. Donc évidemment, on s'adapte et on essaie d'être le plus flexible possible. Oui, j'imagine que ton job en tant qu'asset allocator, c'est de savoir est-ce que c'est mieux de verser des dividendes ou est-ce que là, on a une opportunité qui rapporte plus. Exactement. Et expliquer ça aux investisseurs qui, en plus, j'imagine, te font confiance. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle confiance des investisseurs et on a de la chance, je du bois, mais en tout cas, tous nos actifs fonctionnent. Donc pour l'instant, sur les reporting, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, bah justement, tu parlais de gros tickets, petits tickets, que les premiers investisseurs te donnaient de l'argent et qui ne pouvaient pas se permettre de faire zéro. C'est aussi le type de business que tu cibles. Tu es un type de business où normalement, sur 10 deals, il y en a 10 qui vont au moins être allés. Enfin, il n'y en a pas un qui va finir à zéro. C'est pas le principe de ce que tu cibles. Et donc, par exemple, sur cette première entreprise qui est en train de croître, tu disais là, en 5 ans, vous avez doublé la taille de l'entreprise. Ouais. Et tu dirais que la valo elle-même, elle a plus que doublé aussi. Ouais, je pense qu'elle a plus que doublé. Alors, le vrai prix d'une boîte, il n'est pas sur papier au moment de la vente. On est beaucoup à l'oublier parfois, parce que dans nos modèles, on est toujours très content. La vérité, ça reste une vente aux enchères in fine. Mais ouais, je pense que la valeur a plus que doublé. C'est-à-dire que il y a évidemment plus qu'un doublement de l'EBITDA. Donc voilà pourquoi mécaniquement la boîte vaut plus de génération de cash, plus de solidité. Mais il y a aussi un facteur qui est le facteur de dérisquer la société. En fait, quand tu achètes une société, une famille d'une petite taille, il y a quand même un risque opérationnel qui est très lié aux dirigeants. Et cette boîte-là, quand on l'a achetée, le dirigeant, il arrive un pépin au dirigeant, plus personne tient le stock, plus personne parle aux clients, plus personne manage l'atelier. Donc il y a un vrai risque inhérent qui se reflète dans les valorisations. Nous, notre travail, quand on achète ces boîtes-là, c'est de mettre en place une petite équipe, souvent, qu'on sélectionne, un DG, un directeur financier, ou ça peut être une DRH, ou un directeur de site, ça dépend un peu des profils, on n'a pas une formule toute faite, mais qui nous permet un peu de dérisquer et d'avoir une boîte qui est plus processée. Donc si jamais il arrive quelque chose, le DG n'est pas disponible pendant 2 semaines, la boîte tourne quand même très bien parce qu'on a quelqu'un qui peut gérer les relations commerciales, on a quelqu'un qui gère l'atelier. Donc, en essence, ça crée de la valeur. C'est-à-dire que c'est un EBITDA qui, certes, a doublé, même un peu plus, mais qui, surtout, est plus durable et plus périn parce que moins dépendant d'une personne clé, quoi. Ouais, tu passes à un niveau de structuration, tu rends une boîte un peu plus achetable pour le prochain. Vous étiez prêt à prendre ce fameux risque opérationnel, mais c'est aussi là où tu crées la valeur. Parce que vous étiez prêt à vous mettre à 3 dedans. D'ailleurs, ça me fait du coup revenir sur c'était quoi votre plan théorique avant d'acheter cette boîte, de ce que vous alliez faire et qu'est-ce que vous avez fait dans la réalité? Alors dans la réalité, on a compris qu'on comprenait les choses une fois qu'on possédait la boîte, et je pense que tu vas le vivre là avec ton dernier achat. Tu as tes plans, tu as tes Excel, tu as tes études strats, mais une fois que tu as les mains dans le cambouis, tu réalises vraiment ce qu'il faut faire et tu comprends beaucoup plus, je trouve, sur la boîte. Donc c'est un peu une fois que tu achètes, en tout cas dans tes premiers deals au moins, que tu comprends vraiment ce que tu as acheté. Quand on a acheté cette première société, je pense que le plan, c'était de se dire on va aller vers on va garder l'ADN de sur-mesure et aller un peu plus vers du sac. Donc être capable de faire de la petite maroquinerie, mais aussi de la grande maroquinerie. Ce qu'on a fait en essence. En revanche, quand on arrivait à maximum capacité, on avait prévu de faire une extension de l'usine. Quand on a acheté la boîte, on avait un peu envisagé cette extension de l'usine qui était prévue d'ailleurs un peu par le CEO à qui on a acheté la boîte avant, l'ancien propriétaire. On s'est dit en fait c'est trop petit, il faut acheter un terrain, créer une usine. Ça, on s'en est rendu compte sur le coup, après 6 mois, on a commencé à se dire en fait on va arriver à maximum capacité plus vite et l'extension, c'est pas la meilleure idée qui soit. Ça, on l'avait pas prévu du tout. Donc c'est sur le coup, on s'est dit oula, en fait achetons un terrain. On a négocié un peu, on a acheté à l'État un terrain dans une zone, dans un écoparc. Incroyable. Tout ça, on l'avait absolument pas anticipé en vérité. Donc c'est sur le coup, et c'est là où c'est important d'être assez proche de ces sociétés, mais tu vois, d'avoir d'y aller toutes les semaines. On a une petite dizaine maintenant, on a un operating partner qui fait ça à plein temps, en plus de nous, mais il faut être hyper proche de ces boîtes pour pouvoir s'adapter. Et c'est ton 100, tu me parlais de la création de valeur en 100 jours, il se crée sur le coup en fait. C'est-à-dire que tu as ta vision avant d'acheter la boîte, mais c'est une fois que tu es dedans que tu te rends compte de comment s'adapter. On n'avait pas prévu de créer une usine. Une fois que tu dis créer une usine, tu as 100% de tes ressources qui sont mobilisées là-dessus pour faire la meilleure usine possible. Tu ne l'avais pas anticipé. Quand tu perds ton client numéro 1, alors c'est pas ce qu'il y avait dans cette boîte-là, ça arrive dans une de nos sociétés, tu ne l'avais pas prévu. Quand tu as fait ta due deal, tout allait bien. Hop, il se trouve que ton client numéro 1, par exemple, fait faillite.
Et bah là, ton 100 business plan, ton 100 day business plan ou ta roadmap, Tu recommences à zéro. ouais, tu recommences à zéro. Donc en vérité, je pense que tous les entrepreneurs ou tous les opérateurs ressentent ça. Il faut surtout être à l'écoute du terrain et être hyper opérationnel, hyper flexible, hyper adaptable, surtout dans cette taille de boîte, quoi. Et là, du coup, vous avez pris quoi comme rôle, vous trois, dans cette boîte? Tu m'as dit, il y avait 30 Ouais. personnes déjà? Ouais, alors quand on l'a acheté, c'était, je crois qu'il y avait 26 salariés, Ok. en comptant tout le monde, hein, le fonction admin, les couturières, Ok. le design, enfin tout. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine dans cette société. Et nous, nos rôles, alors comment on s'est expliqué avec Cyril et Shahan. Cyril, il est plutôt en gestion des sociétés en Angleterre. Ok. On a nos bureaux là-bas. Ok. On est une petite dizaine maintenant, basés à Londres. Moi, je gère plutôt les boîtes françaises. Donc, par exemple, celle-ci, c'est moi qui la gérée. Shahan, il fait toute la relation investisseur. Donc, notamment quand on a des levées de fonds, quand on parle aux LPs, c'est Shahan l'interlocuteur privilégié. Et il aide pas mal sur la partie aussi opération, gestion d'équipe, sur la partie anglaise. Donc voilà un peu comment on s'est splitté les rôles. Ok. Donc pour répondre à ta question, CDV, là, cette première boîte cuir du Vaudreuil. C'est toi qui t'y es collé. C'est moi qui me suis collé, mais il y a bien sûr à chaque fois un DG qu'on sélectionne, qu'on met en place, qui là s'appelle Thibaut, qui était déjà dans la boîte. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Donc, comment vous avez fait justement évoluer l'équipe où tu disais qu'il y avait un dirigeant, le patron était là, était le petit-fils, l'arrière-petit-fils. Ouais. Il y avait déjà des personnes identifiées pour reprendre la suite. Ouais. Alors là, il y avait déjà Thibaut qui était identifié pour garder la direction de la boîte. Ok. Incroyable. Donc super. Nous, le profil, en fait, c'était le fils du dirigeant, donc du vendeur. Donc il faisait partie de la famille. Ok. À la base, il n'était pas forcément inclus au deal. Et en fait, moi, je connaissais bien Thibaut. On trouvait que le profil était top. Donc il travaillait déjà dans la boîte, il connaissait parftement. Il avait un côté financier, c'était un ancien trader. Donc il avait aussi une vision un peu macro et financière, voilà. Passionné par le monde du luxe. Et puis d'ailleurs, il s'avérait être un super choix parce que la boîte évolue super bien et il gère la boîte avec brio. Donc on avait déjà Thibaut identifié. En revanche, quand on crée une usine from scratch, on a besoin de trouver un directeur d'atelier qu'on a recruté après. On a recruté une DRH parce que en fait, quand tu passes un peu moins d'une trentaine de salariés, une centaine, faut sélectionner les profils, faut gérer les talents. On avait besoin d'avoir une DRH. C'était pas prévu à l'époque. Par exemple, dans notre 100 day plan, on pensait au maximum faire un agrandissement de site et on pensait pas avoir ces embauches clés. Et puis c'est pas un truc que tu apprends à l'ESCP, ça, de recruter une DRH. Non. Donc c'est vrai sur le tas. Ouais, sur le tas. Ça c'est vraiment sur le tas et sur le tas. En fait, il y a tu as une chance quand tu es gérant d'un fonds, c'est que tu as le luxe d'avoir une vision qui est en plus une vision d'hélicoptère. Thibaut, qui est exceptionnel dans la gestion, par la force des choses, comme beaucoup de dirigeants, il a la tête dans le guidon. Ouais. Donc en fait, il est très content, une fois par semaine, de pouvoir prendre son téléphone et de pouvoir nous parler et de pouvoir échanger sur un peu la stratégie de la boîte, où est-ce qu'on va, comment ça se passe, parce que c'est pas qu'il n'a pas la compétence ou le savoir, il l'a, mais il n'a pas le temps et le luxe d'avoir le recul qu'on peut avoir. Et en fait, je trouve que c'est ce duo qui fonctionne bien, d'avoir des gens très opérationnels et d'autres qui sont assez opérationnels comme nous pour comprendre tout ce qui se passe, mais être sur plusieurs boîtes en même temps pour avoir un peu une vision d'hélicoptère, avoir un côté un peu plus stratégique. Et puis avoir un Thibaut, c'est ça qui te permet de de faire plusieurs deals. Au début, tu te dis en fait on veut acheter une boîte et si t'es toi le nez dans le guidon, il faut 5 ans avant de relever. Donc ça c'est incroyable. Et justement, ça me passionne ce sujet. Comment tu disais qu'au début il n'était pas forcément prévu au deal, ou c'était pas sûr. Comment du coup tu motives quelqu'un, comment tu l'inclus, c'est quoi un peu, tu connais sûrement la phrase de show me the incentive, I will show you the outcome. Est-ce que du coup vous l'avez incentivé, comment ça se passait pas? Alors moi Thibaut c'est vite devenu un ami et donc on savait très bien qu'on allait pouvoir travailler ensemble. Il a rencontré les gars Cyril et Shahan et assez vite il y a eu le fit humain de se dire ok on se voit travailler ensemble. Donc assez vite on s'est dit on peut s'associer sur ce deal là. Parce toi tu le connaissais avant. Ouais. Et il était déjà dans la boîte. Et il travaillait déjà, il accompagnait son père, il l'aidait sur certains sujets. Depuis pas très longtemps, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois peut-être 1 an ou 2 avant qu'on achète, il avait mis ses premiers pieds dans la boîte, mais sinon il était plutôt financier, trader à New York, enfin pas du tout. Ça arrive pas tous les jours, c'est vraiment le premier deal parfait quoi. Et il avait déjà créé une marque dans le
où il faisait notamment des sacs, etc. Donc il était déjà un peu dans l'univers aussi de l'entrepreneuriat, un peu du luxe. Donc il avait cette fibre produit, si tu veux, c'est métier qui était déjà assez important. Donc le profil, top, on le valide ensemble et puis on se valide mutuellement parce que lui aussi c'est un vrai risque de s'associer avec des personnes. Et je dirais que le comment l'incentiver, en fait, c'est assez facile parce que il met de l'argent au pot parce qu'il est actionnaire et actionnaire de la boîte avec nous. Donc c'est plus un format où on s'associe avec lui. Ouais. Évidemment, il y a les systèmes de management package qui sont assez traditionnels, qui permettent de dire si ça se passe bien, les parts du gâteau, on les partage de manière généreuse avec toi pour que tu sois encore plus chez toi. Ouais. Donc ça motive. Et au-delà de ça, là je parle pour Thibaut, c'est pas forcément le cas pour tous les dirigeants de boîte, mais il a une vraie passion pour le produit, pour les équipes, pour ce qu'il fait. Donc Day One, c'est pas Thibaut qui travaille pour nous, c'est Thibaut et nous qui travaillons pour CDV et pour la boîte. Ouais. Et donc ça, l'alignement est parfait. Mais effectivement, il y a une partie chance. Hein. Quand tu disais c'est le profil parfait, etc. Ouais. Même pour trouver la boîte. Mais en fait, je crois vraiment que c'est en remuant plein de deals, en rencontrant plein de gens que tu finis par avoir de la chance. Et tu vois, c'est un peu... À chaque fois quand tu racontes l'histoire de chacun des deals, c'est de la chance. Mais en fait, c'est parce qu'on en voit 300 et on sélectionne celui où la chance est là, quoi. Ouais, t'as l'impression que c'est parfait, mais c'est juste éliminer les 900, enfin les 299 où c'était pas 100% aligné. Ouais, c'est exactement ça. Trop bien, on a parlé beaucoup du premier. Ouais. De quel autre deal on peut parler? On peut pas tous les faire dans l'ordre, mais comment tu passes de 1 à 5 à faire un fonds? Comment tu vas chercher plus d'argent une fois que tu as déjà ton premier crédit et que la banque dit bon là vous êtes déjà endetté? Ouais. Je pense que quand les gens voient le travail que tu fais et quand ils voient que ça fonctionne. Et comment tu fais pour qu'ils le voient? Ouais. Alors, comment tu fais pour le voir? C'est une communication et là, c'est Shan qui gère ça hyper bien. C'est-à-dire qu'il est en permanence connecté à nos investisseurs pour les tenir au courant. Et d'ailleurs, dans les bons moments comme dans les moins bons. Hein. Quand je te raconte l'histoire d'une boîte qui perd un client principal, etc. Je trouve que la communication, ça va dans les deux sens. Il y a trop de fonds qui communiquent quand il y a des bonnes nouvelles, et puis quand ça va moins bien, on les entend moins, puis ils attendent en espérant que ça aille mieux. Puis après, ils font des fonds de continuité, et puis voilà. Je pense qu'il y a dans la communication, et comment tu fais pour bien communiquer, c'était ta question. Il faut aussi dire quand ça va pas, quand il y a des problèmes, et être hyper transparent. Donc nous, la valeur numéro 1, c'était ça, c'est la transparence, et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu créer pas mal de liens avec nos investisseurs. Le deuxième, il voit que ça fonctionne parce qu'en fait, il voit mécaniquement les chiffres, il voit les EBITDA qui se développent, il voit les usines qui sortent du sol, on fait des visites de sites, donc on crée un peu, on montre ce qu'on fait et factuellement ils reçoivent des dividendes. Enfin, donc les gens voient que ça fonctionne et je pense que ça c'est la meilleure source de lever. C'est-à-dire que quand les gens voient que ça marche, demain tu investis dans un deal et tu vois que ça marche bien, t'as ton copote, tu vas lui dire j'ai investi là-dedans, ça fonctionne bien, ils en refont un, moi je remets au pot. Voilà, ou encore mieux si tu exites. Je viens de voir en disant non mais attends, je veux pas exit, trouve-moi un autre truc pour que je remette l'argent. Et là tu vois la sortie qu'on a fait avec Kouri où on fait un peu plus de x2 en moins de 3 ans, donc on a 30% de retour cash net pour l'investisseur. Hein. La majorité des investisseurs nous ont dit nous on est content de remettre cet argent au travail avec vous. Donc effectivement, je pense qu'il y a un effet entraînant quand ça fonctionne bien et quand les gens voient ce que tu fais sur le terrain. Et pour répondre à ta question de relation aux banques, en fait les banques voient chaque deal comme comme des poches qui sont complètement hermétiques l'une envers l'autre. Donc c'est vraiment, ils regardent l'actif, ils regardent la société, ils voient avec la société s'ils ont envie d'avancer et si l'actif leur plaît. Ils voient vraiment leurs risques liés à chacune des boîtes. Oui, parce que pour eux c'est le cas, et puis légalement c'est le cas, c'est des holdings différentes. Exactement. Et ils ne demandent pas de caution personnelle, de choses comme ça. Non. À cette taille de deal, c'est l'actif qui est le... Ouais, c'est l'actif qui est... Ouais. On n'a jamais fait de caution personnelle ou jamais de... Non. Bravo. Ok, on a parlé de ça. J'ai oublié de quoi je voulais te parler après. Oui, en effet. Donc, ton premier deal, comme on dit, il était parfait parce que tu as provoqué la chance. Ouais. Comment tu fais pour en trouver 5 autres derrière? Tu peux peut-être moins avoir des potes qui sont déjà patrons d'une entreprise. Donc, comment tu as fait évoluer ton deal sourcing? On l'a beaucoup processé. Donc, on a un réseau d'avocats, de comptables, de CEO, pas uniquement parisiens. Je veux dire, on est en Angleterre, en France, d'ailleurs, on regarde pas mal la Pologne en ce moment et d'autres pays d'Europe, mais on se crée, on entretient des réseaux de gens sur le terrain qui ont accès à ces sociétés-là.
Donc en fait, quand tu parles à des dizaines de comptables en France, tu fais un peu de presse locale quand tu crées une usine, etc. En fait, il y a un mécanisme de bouche-oreille aussi de CEO, de tout ce réseau, évidemment des M&A. Hein, toutes les semaines, on a les M&A qui nous appellent sur différents deals. Et du coup, on entretient ce sourcing pour recevoir, tu vois, je te disais 300 deals par an, ça c'est des stats qu'on a fait sur l'année dernière, cette année on va être à encore plus, mais pour recevoir des dossiers éligibles en masse. Oui. Et nous, notre travail, c'est d'être très réactif. Et donc là, on n'a pas le processé, on a pas mal d'IA, on a pas mal de nos juniors qui sont bien formés pour être capables d'analyser les deals de manière très rapide et pouvoir revenir rapidement aux différents trucs en disant oui, ça nous plaît parce que, ou non, ça nous plaît pas parce que. Okay. Et je crois que la meilleure réponse après oui, c'est non. Quand tu es capable de bien justifier tes oui ou bien justifier tes non, bah, les gens apprennent à te connaître et sont contents après de t'envoyer des deals parce que tu es assez professionnel dans ta manière d'interagir avec eux. Et c'est ça, le premier secret du sourcing, c'est ça. Ok. Parce que surtout quand tu dis 300, c'est, j'imagine, parce que c'est 300 qui rentrent dans tes critères. Ouais. Donc c'est-à-dire que t'as éliminé la tech, t'as éliminé les trop petits, t'as éliminé les trop grands. Donc c'est déjà 300 sur des millions qui pourraient passer. Et parce que du coup, les intermédiaires connaissent vos critères et au fur et à mesure, tu leur expliques pourquoi. Okay. Et puis même toi aussi, tes critères, je pense, ils s'affinent parce que tu analyses un dossier, tu vas dire non et tu vas dire ah ok, celui-là c'est non. Et je découvre une nouvelle raison que je mets dans mon... Ouais, c'est ça, dans ma bucket de non oui. Et ces raisons-là évoluent aussi dans le temps avec l'évolution du marché. Ce qui est sympa dans ces métiers-là aussi, c'est que tu vois un peu où sont les modes, où sont les trends, où sont les modes consommateurs. On est dans des périodes qui sont assez difficiles pour le B2C en ce moment, il y a assez peu de consommation. Okay. Tout ça, ça vient alimenter un peu notre façon de regarder les deals. Après, donc ça évolue dans le temps, quoi. En parlant de mode, vous, justement, vous avez fait ce parti pris de dire on était totalement pas sur les métiers à la mode. C'est pas forcément là où il y a de l'argent à gagner. Aujourd'hui, vous continuez du coup industrie. Ouais. Toujours ce côté un petit peu luxe, si vous avez des choses là-dedans. On aime bien être là où les autres sont pas. En fait, je crois que c'est un peu ça notre ADN. Ouais, on trouve que le small c'est sympa, que le unsexy c'est sexy. Donc effectivement, la dernière société qu'on a achetée par exemple, elle fabrique l'intérieur des hypercars, des voitures à quelques millions d'euros. Je sais pas si vous voyez l'Aston Martin. C'est quand même plutôt sexy quand même. Alors c'est sexy en tant que consommateur, en tant que fonds de private equity, c'est horrible. Quand tu parles à un fonds de private equity, private debt d'automobile, tout le monde ferme la porte. Tout le monde, par définition, parce que l'automobile, c'est très cyclique, parce que l'automobile, tu as des problèmes de sourcing rapidement, tu n'es qu'un supplier parmi des milliers, t'es très... Donc l'automobile, ça fait peur à tout le monde. Parce que ça fait peur à tout le monde, nous, on adore. Et effectivement, là, on est en fait, en vérité, assez loin de l'automobile classique. Quand tu fais quelques centaines de véhicules à plusieurs millions d'euros, prix de vente par véhicule, c'est plus de l'art, du luxe qu'une chaîne chez Peugeot. Donc il y a vraiment cet ADN de dire essayons d'être là où tout le monde ne veut pas aller et où nous on trouve de la valeur ajoutée. Par exemple en ce moment le B2C c'est absolument pas la mode. Les gens ont peur du retail parce qu'on comprend plus comment les gens consomment. Les gens consomment de moins en moins. Et ben nous là on est en exclusivité sur un deal qui est très B2C parce qu'on trouve justement que ces deals là sont pas assez regardés et qu'il y a encore beaucoup de valeur ajoutée. Donc, en fait, on aime bien, disons, regarder des deals qui ne sont pas des deals de place, qui ne sont pas mainstream, où nous, on trouve qu'on a une valeur opérationnelle ajoutée. Après, j'ai l'impression que vous êtes vraiment bon à trouver des leaders sur des niches, avec ce côté, tu vois, B2B, qui sont un peu l'intermédiaire des grosses marques. Et donc, toi, ton pari, c'est, OK, je sais pas, les marques de luxe, elles ont une motte. Elles, ça va toujours continuer pour elles. Nous, on est la boîte entre les deux. Comme ceux qui font les flacons pour Chanel, entre guillemets. Ça fait deux boîtes qui ont un peu ce point commun. Là, c'est clair. Et d'ailleurs, quand tu regardes notre portefeuille, toutes nos boîtes sont assez, tu as raison, elles sont assez niches et assez leaders sur leur secteur. Alors, c'est tout petit secteur, mais clairement, ils sont plutôt leaders et ils ont des positions. On aime bien les boîtes qui ont beaucoup de savoir-faire et qui sont assez défensifs parce qu'ils ont une vraie raison d'être, un vrai output et une vraie valeur ajoutée. Et souvent, du coup, des belles marges aussi parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Okay. Oui, surtout qu'aujourd'hui... tout le monde te parle de l'IA, disrupté, etc. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu de votre portefeuille, c'est juste hors sujet, quoi. Ouais, c'est hors sujet. C'est hors sujet complet. Alors, on met de l'IA dans chacune de nos boîtes, évidemment, mais on met de l'IA comme quand on est passé du fax au mail, toutes les boîtes sont passées du fax au mail. Voilà. Quand il fallait avoir un site internet. Voilà, enfin, c'est là tout le monde a fait, mais c'était pas dans la tech. Nous, effectivement, l'IA, c'est hyper pratique pour archiver, c'est hyper pratique pour faire des pricing, c'est hyper pratique pour analyser de la prod. C'est essentiel d'utiliser de l'IA et on en met dans chacune de nos sociétés. Pas pour avoir le stamp IA, mais juste pour être plus efficace dans ce qu'on fait. Par contre, effectivement, quand tu as une compétence qui est de faire une voiture hyper personnalisée, l'IA là-dedans. Quand on a une boîte qui fait les verres pour les monuments historiques, qui fait les Louvres, Versailles, l'Élysée, tous les verres très techniques à fabriquer pour des menuiseries anciennes,
Bon, bah, l'IA. Ça va servir le service administratif, mais c'est Ouais, tout. voilà, c'est exactement. Et là, on regarde B2C, par exemple, dans de la nourriture. Bon, bah, c'est pas encore Claude qui va te faire un Un sandwich burger. ou un café, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant, peut-être qu'une fois qu'il y aura des robots et qu'ils vont être Oui, c'est à vrai. l'IA, Ça, peut-être faut qu'il y faire aura des gaffe. changements dans la prod, Ça va mettre un peu de temps, mais je suis ça va d'accord. mettre un peu de temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un sujet, quoi. Ok, donc tu parles. Aujourd'hui, c'est pas un sujet. L'avenir pour vous. Ouais. Qu'est-ce que ça change de lever un fonds et d'un coup, vous avez quand même une plus grosse enveloppe à Ouais. disposition? Est-ce que ça change quelque chose dans vos Dans, tailles, dans vos sourcings? dans notre façon de faire, ça change rien. On a peut-être un gain de temps parce que du coup, quand on a un deal qui nous plaît, qu'on est en due deal pendant 6 mois, on n'a plus en même temps le sujet d'aller voir des investisseurs pour leur dire regardez, on est en train d'acheter ça, est-ce que ça vous plairait d'investir dedans? Donc à la limite, il y a ce côté gain de temps. Mais Shan me tuerait si on entendait ça parce qu'il y a gain de temps, mais à la fois non, parce qu'il y a quand même ce travail de parler à tous ces LPs en permanence, Oui. de tenir au courant de ce Gain de qu'on temps pour fait. toi, du coup. Gain de temps pour moi, voilà. Gain de temps pour moi, peut-être. Après, gain de temps peut-être dans la négo et puis pour rassurer Ouais. les Ouais, vendeurs aussi, quoi. ouais, rassurer les vendeurs, c'est vrai que ça donne peut-être un peu de crédibilité d'avoir un fonds régulé, d'avoir déjà une centaine de millions d'euros sous gestion, d'avoir un fonds de 80 millions d'euros. C'est des chiffres qui peuvent rassurer, mais en vérité, on n'a jamais trouvé de problème de crédibilité, parce que dès que tu as acheté ta première boîte, quand tu achètes une deuxième, bah, tu peux mettre en relation avec la première, Hmm. qui voit que tu as bien été là, que tu as délivré. Donc, j'ai jamais l'impression que la crédibilité était un vrai sujet. Mais bon, c'est toujours un point en plus d'avoir un fonds régulé et d'avoir toute la doc. Et, ouais. Et donc, c'est quoi votre target actuellement? Vos critères d'investissement, votre thèse. Alors, notre thèse, c'est des boîtes entre 2 et 10 millions d'EBITDA. C'est Ok. à peu près notre scope. En dessous de 2 millions, ça n'a pas trop de sens. Au-dessus de 10, on peut regarder avec du co-invest. En Ok. gros, c'est à peu près ça en termes de taille. Des boîtes qui ont un vrai savoir-faire, qui génèrent du cash. Ok. Pas de restructuring, donc pas de situation difficile. Et surtout des boîtes, et ça reste assez large, mais où on estime qu'on peut avoir une valeur ajoutée dans le développement de la société. Donc soit par nos connexions, on a un fort axe au Moyen-Orient avec pas mal d'investisseurs qui sont là-bas. On a pas mal de compétences métiers, c'est-à-dire de gens autour de nous qui sont capables de nous aider à trouver les bonnes équipes pour remplacer les directeurs. Donc le sujet de succession, c'est souvent un sujet qui arrive dans pas mal de boîtes. Et ben nous, on a la capacité de trouver les prochains directeurs, de faire la transition. Voilà. Et ça, comment t'as appris? Parce que c'est un petit peu le Graal pour pouvoir scaler Ouais. et acheter plusieurs entreprises, de trouver ses opérateurs, ses successeurs. Et comment tu. C'est exactement comme un deal. Il faut en voir beaucoup. Il faut voir beaucoup de gens différents. Avoir un bon réseau de chasseurs de tête. Ok, c'est avoir ça un que je bon veux. réseau de CEO. Ok. On donne des cours un peu, enfin des interventions, c'est pas vraiment des cours, mais en MBA, tu vois, on va à l'INSEAD, on va à HEC, et ça nous permet en fait d'entretenir un peu un vivier de talent aussi. Il y a beaucoup de CEO qui nous contactent en direct, hein, en disant voilà, moi j'étais CEO de telle boîte là, j'ai envie d'en reprendre une. Et du coup, on les ajoute à notre base, on fait des entretiens avec eux, on crée un dialogue, on voit dans quelle géographie ils sont, dans quel secteur et s'il y a un fit. Donc on passe beaucoup de temps à trouver des bons deals, mais on passe au moins autant de temps à trouver des bonnes personnes pour les gérer. Mais comment tu apprends à savoir si quelqu'un est bon? Comme tu disais, tu as pris une DRH à l'époque, mais comment comment tu engages la DRH? Comment tu sais si le gars il est juste bon en entretien ou s'il va être Tu bon te gérant? plantes déjà. Déjà, Ok. tu te plantes pour réussir. En vrai, alors au début, par exemple, Thibaut, on s'est absolument pas planté sur la première boîte et super. Ça nous est déjà arrivé de séparer de CEO après même pas un mois, hein, parce Ok. qu'on se rend compte en fait une fois qu'on est sur le terrain, en entretien tout était bien, recommandations tout était bien, voilà, prise de référence et en fait on se rend compte sur site que on n'avait absolument pas recruté un manager, qu'on a recruté une personne qui était à l'habitude des grandes structures et de plus pousser des process en interne que de créer de la valeur sur le terrain. Ouais, donc ça c'est un fit en fait, enfin un manque de fit. Ouais, Il est peut-être bon, il est bon, mais juste pas dans ce contexte. Ouais, pas dans ce contexte. Et puis il y a le jeu des entretiens. Là, par exemple, on s'était fait un peu berner parce que c'était un pro des entretiens. Et en fait, sur le terrain, pas du tout. Et donc là, la solution, c'est pas tellement d'être sûr de jamais se planter. C'est être sûr de pouvoir toujours réagir vite. Ok. Donc d'être sur le terrain. Donc, je sais pas, les 6 premiers mois après la reprise de la société, on est au grand minimum une journée par semaine dans la société. Grand minimum. On a un operating partner qu'on a recruté, qui est le quatrième associé, Quentin, qui passe 100% de son temps dans les sociétés. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout avoir l'œil pour, en cas de problème, ou quand on voit que c'est pas la bonne personne, être capable de très vite couper, très vite nous prendre les manettes pour pas qu'il y ait de problème au niveau des clients, de la production, etc. Et pour retrouver la bonne personne. Donc la première solution, c'est déjà de pas être trop sûr de soi pour être capable de changer quand on a pris la mauvaise décision. Et après, de plus en plus, ce qu'on apprend pour trouver la bonne personne, c'est de les tester. Ce qu'on n'osait pas faire au début. Ça. Et Mais comment au tu début, fais? en fait, tu as un peu des cas pratiques. Par exemple, c'est bête, mais tu as 27 ans, tu achètes ta deuxième boîte. Quand tu dis au gars, est-ce que vous êtes bon sur Excel et il n'y a aucun problème et qu'il te dit oui,
t'as pas l'idée de faire un modeling. Maintenant, il n'y en a pas un, on fait pas un modeling. T'es bon sur Excel, super. Ah, tu parles bien anglais, ok, let's talk English. Et en fait, et le fait de faire ça, c'est bête, mais au début, tu te sens presque... le CEO a 10 ans, 15 ans de plus que toi, tu seras presque insultant de le faire, tu ne sens pas légitime. En fait, fais-le systématiquement. Systématiquement, il faut vraiment tester et avoir des vrais cas d'usage. Et derrière, être vraiment sûr que la stratégie, la vision, la volonté profonde du CEO soit la même que toi. Pourquoi tu as envie d'être CEO? Pourquoi tu as envie de reprendre cette boîte-là? C'est que lucratif, pourquoi pas? Est-ce que dans ce cas, le management package est parfait pour toi? Est-ce que tu as vraiment une passion pour le métier? Il faut vraiment, au-delà de la personne et du CV, comprendre que la motivation est réelle, quoi. Et justement, là, tu as eu le cas spécial avec Thibaut qui a pu, lui, investir dans cette boîte et être plus que CEO, mais associé. Est-ce que c'est ce que vous cherchez pour les autres? Est-ce que vous avez déjà refait ça? Est-ce que c'est compliqué? On a les deux. Il y a des gens qui sont très bons pour les postes, mais qui n'ont pas forcément les finances ou l'envie d'être actionnaire parce qu'ils ont plus une vision court terme, ils ont besoin de leur argent ou manager, disponible. Moins de risques. Dans ce cas-là, c'est OK. Il y en a qui, par contre, ont directement cette volonté d'être actionnaire. Et on n'a pas forcément un profil type. Je pense que, et c'est aussi vrai dans nos deals, c'est aussi vrai dans notre manière de fonctionner, on essaie d'être le plus flexible possible pour créer de la valeur. Et donc parfois, tu as des CEO parfaits, qui en fait n'ont pas la volonté d'être actionnaires et pourtant sont des très bons CEO. Et à l'inverse, tu as des gens qui veulent être actionnaires absolument et qui n'ont pas profil d'être manager. Donc il faut s'adapter un peu aux besoins. Après, c'est sûr, pour les incentiver quasiment systématiquement, on a soit des management packages, soit des systèmes de bonus indexés à la performance. Comme ça, il y a quand même un vrai alignement d'intérêt. Ça, on l'a presque tout le temps. Et systématiquement, on essaye d'avoir une offre qui est sur mesure, qui s'adapte aux vrais besoins du CEO. Il y en a qui arrivent, ce qui est important, le plus important, c'est leur voiture de fonction. Une super voiture. Oh, bah si c'est ça, tant mieux, faisons une super voiture. Mais à chaque fois, il faut vraiment pas arriver avec un cadre rigide et dire, voilà, la formule magique, c'est ça. C'est tant % de carry, tant % de bonus. Essayons de se comprendre, voir si ça fit et trouvons une offre sur mesure pour motiver la personne. Quoi. Pourquoi il est là et est-ce que c'est compatible? Voilà, exactement. Ok, merci. Petit mot de la fin sur l'avenir. Donc ça fait combien? 5-6 ans? 7 ans, 5 ans. 2021, on est quoi, 2026? 5 ans. Ça fait un petit 5 ans, ouais. Bon, vous serez où dans 5 ans? Où on sera dans 5 ans. En tout cas, est-ce que tu t'écris toi comme objectif? Comme rêve. Bonne question, 2031. J'espère qu'on aura gardé la même discipline de faire des deals pour créer de la valeur et pas des deals pour avoir des fees. Tu vois, donc j'en suis sûr qu'on l'aura, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est de garder cette même ADN. Dans 5 ans, 6 ans, je pense qu'on sera dans plus de pays. Donc on aura dupliqué ce modèle-là, pas uniquement en France, en Angleterre, mais là on commence avec la Pologne. Un peu. Ce problème de succession et de gens qui partent à la retraite, qui n'ont pas les bonnes personnes pour reprendre la société sur le terrain, il existe avec la courbe démographique un peu partout en Europe. Donc je pense qu'on sera dans d'autres pays. Là, désolé, mais il faut que tu nous racontes la Pologne. Comment tu finis dans un pays comme la Pologne? Aussi. On a des investisseurs qui sont de là-bas, qui nous ont dit venez voir, et qui nous ont emmenés sur place. On a vu pas mal d'usines, on s'est associé sur place à des personnes, nos investisseurs, qui ont présenté aussi des operating partners pour pouvoir regarder des sociétés là-bas. Et on se rend compte que la thèse qu'on a en France, elle est complètement duplicable dans ce pays-là avec les bonnes personnes sur place. Ce que je retiens quand même de ça, c'est il faut commencer avec ton premier deal et après les opportunités, elles apparaissent parce que tu es en train de bosser, tu rencontres des gens et tu parles à quelqu'un et ça devient un peu exponentiel. Ouais, exactement. Les opportunités se multiplient. Ouais, c'est ça. Tu as un effet compound, mais c'est vrai dans le networking. Enfin, je pense que c'est vrai dans tout. Et si tu mets l'énergie de faire et si ça en plus ça fonctionne bien, bon, bah ça finit par payer. Et donc vous êtes très attaché à cette thèse un petit peu baby boomer, si on peut dire. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. C'est aussi là où, a priori, il y a vraiment une grosse... Au-delà de la valeur à créer, c'est là un petit peu la marge de sécurité où tu te rends compte que tu as 100 points d'amélioration. Donc même si tu n'avais que raison sur 20, t'es bien. Ouais. Et donc vous êtes ouvert à d'autres pays tant que vous avez une bonne... C'est un avantage concurrentiel parce que vous connaissez quelqu'un ou vous savez faire quelque chose. Ouais, exactement. Et qu'on a une vraie valeur terrain. Je pense qu'on ne sera jamais les purs financiers. On sera d'abord les opérateurs qui utilisent la finance comme un outil, pas comme un but, quoi. Ni trop le côté tech. Ouais. Non, le côté tech, je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien. Ils sont spécialisés dans la tech. Nous, c'est un monde qu'on comprend moins bien et on ne sent pas notre valeur ajoutée terrain. Donc c'est vrai que c'est un peu à l'opposé de notre thèse. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci Grégoire. Trop bien, avec plaisir. À bientôt. À très vite. Merci Grégoire.